Merci beaucoup, merci Stéphane Carcillo. Il est temps maintenant d'entrer dans le vif des débats en accueillant nos invités. Je vais commencer par Jean-Laurent Granier qui nous a rejoint, PDG de Generali France. On est heureux de vous accueillir puisque on n'était pas tout à fait sûr que vous puissiez être là. Merci beaucoup. À vos côtés, Fabienne Arata, bonjour, directrice générale de LinkedIn en France. Avec nous également Françoise Holder, bonjour. Vous êtes administratrice du groupe Holder, présidente d'honneur de Force Femmes qui aide notamment les plus de 45 ans à retrouver du travail. À mes côtés, Charles-Édouard Vincent, vous êtes président d'une célèbre start-up solidaire qui s'appelle Lulu dans ma rue, qui développe des conciergeries de quartier, et l'emploi des seniors est un point important, vous nous en direz un mot. Avec nous également Marguerite Bérard, bonsoir, vous êtes membre du comité exécutif de BNP Paribas et directrice des réseaux France. Et nous accueillons également Patrice Rich, directeur de l'emploi chez EDF. Nous sommes nombreux, nous avons à peu près 40 minutes, mais ce qui peut être bien, c'est donc que nous essayons d'entrer dans une discussion. Je vais commencer avec vous, Marguerite Bérard. Parce que on est là pour échanger de bonnes pratiques il y a tout récemment un accord collectif intergénérationnel qui a été signé chez BNP Paribas. Il faut que vous nous expliquiez d'abord en quoi il consiste et pourquoi vous l'avez fait. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Je vais commencer par vous dire quel est mon pire problème du moment. Vous allez voir, mais parce que ça illustre bien le thème dont on va parler. J'ai actuellement, on est 25 000 dans mes équipes en France, et j'ai quelqu'un de très important dans mes équipes qui s'appelle Christian Leroy, qui a travaillé dans la banque pendant 54 ans. Il a démarré au guichet, il approche des 70 ans maintenant, il est ce qu'on appelle décideur. Bon. Christian, c'est quelqu'un qui, quand je l'appelle, sur n'importe quelle situation d'une entreprise en France, il la connaît, il peut me donner tout l'historique de notre relation avec cette maison, si ça s'est bien passé, pas bien passé, etc. Et il a une sûreté de jugement qui est juste incroyable. Bon. Christian part à la retraite l'année prochaine. Et je peux vous dire que la pire chose dont j'ai à m'occuper en ce moment, alors heureusement, Christian a formé autour de lui, au fil de sa carrière, beaucoup de gens, il a fait école, etc. Il a transmis, on va en parler. Mais c'est pour dire très concrètement que dans nos entreprises, voilà, moi, le départ de Christian Leroy l'année prochaine, c'est l'un des trucs dont je m'occupe le plus en ce moment. Je vais venir sur cet accord pour vous dire ce qu'on fait, mais c'est parce qu'on est des maisons humaines, et ce dont on parle, c'est bien, je crois, de cela dans nos maisons. On a effectivement un accord qui prévoit plusieurs choses. D'abord, on recrute à peu près 2000 personnes chaque année, et un tiers de ces recrutements, ce sont des recrutements en fait qui sont des recrutements d'experts, c'est-à-dire de gens qui ont une expérience professionnelle, comme leur nom l'indique, antérieure, sans aucun critère d'âge, parce qu'on a aussi besoin de cet apport régulier. Ça représente à peu près un tiers des recrutements qu'on fait chaque année. Deuxièmement, et Stéphane le disait tout à l'heure, on est aussi très attentif aux mobilités tout au long de la vie professionnelle. Alors je prends 2020 qui était pourtant pas les années de mobilité plus fortes, hein, compte tenu de la crise sanitaire qu'on a vécue. Mais si je regarde par exemple le taux de mobilité des 50-54 ans dans l'entreprise, il est de 13%, des 55-60 ans, il est de 10%. Donc ça reste des taux de mobilité qui sont élevés. C'est très important pour continuer à se motiver, pour continuer à avoir envie de passer à autre chose, pour continuer à avoir envie de se former. Ensuite, on l'a dit aussi, nos maisons, elles gèrent tous les jours des nouveaux défis. Quand vous faites de la banque, par exemple, les sujets de finances durables, avoir des banquiers qui sont capables de comprendre les technologies, investir dans l'hydrogène demain, comment est-ce qu'on, ou aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, comment on le finance, pour quel type de modèle d'affaires, etc. Ça veut dire qu'on se forme tous à ces sujets, parce qu'on ne les avait pas forcément dans nos formations initiales, qu'on se forme aussi à des nouvelles technologies. Je précise d'ailleurs que parfois, on dit qu'il y a des écarts entre générations, mais moi ce que je remarque, c'est que quand on a parfois plus de 50 ans et qu'on a des grands-enfants à la maison, on est parfois beaucoup plus habile, beaucoup plus agile que la génération des trentenaires ou des cadras dont les enfants sont plus jeunes. Hein. L'upskilling et le reskilling à la maison, ça fait beaucoup. Mais on a par ailleurs dans l'entreprise ce type de programme, upskilling, reskilling, auprès de notamment de nos équipes informatiques, hein, pour des métiers de développeurs, de codeurs, soit de gens qui viennent
d'un monde extérieur à l'informatique, soit de gens qui ont appris avec un certain état des technologies et qui se forment aux suivantes, avec en plus des rythmes d'obsolescence qui sont très rapides. Hein. Au bout de, honnêtement, de 2-3 ans même après votre formation initiale, vous avez intérêt à continuer à vous former, et on est capable de le faire sur des formations qui peuvent durer sur des programmes d'upskilling jusqu'à 5-6 mois avec des formateurs externes, des PITA, etc. et avec des taux de satisfaction aussi bien pour les bénéficiaires de ces formations, on forme des générations des promotions à chaque fois d'une cinquantaine de personnes, des taux de satisfaction des intéressés comme de ceux qui les accueillent dans leurs équipes qui sont proches de 100%. Donc les résultats sont extrêmement probants et moi me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et puis dernier point, parce que voilà, je pense que les uns et les autres ont beaucoup de choses à partager ce soir. Quelque chose qui me marque aussi, c'est la manière dont on a vécu la période de crise sanitaire et l'impact du télétravail sur ces questions de transmission entre nous. En fait, de manière assez je ne sais pas si c'est paradoxal, mais je pense que les générations plus expérimentées, plus seniors, ont mieux vécu ces périodes, pas seulement, alors parfois parce que les conditions matérielles à la maison étaient aussi plus simples, mais aussi parce que c'était des générations qui avaient une connaissance de l'entreprise, de ses process, de ses clients, de savoir-faire, qui s'est du coup beaucoup mieux adapté au process à distance. Et de manière paradoxale, la technologie n'a pas été un frein, parce que voilà, tout le monde a sauté dans le bain en même temps, et les gens ont tous voilà, adopté Teams en même temps. Je l'ai vu aussi chez nos clients, hein, ça a fait un bond dans toutes les générations. Aujourd'hui, un rendez-vous sur 2 se fait pratiquement à distance chez nos clients particuliers, donc ça s'est diffusé de manière virale. Mais en revanche, la connaissance préalable qu'on a de l'entreprise a joué un rôle important en fait pour traverser mieux cette période. Et c'est vrai qu'on tâtonne encore pour savoir comment cette transmission des compétences entre générations qui se fait de façon très naturelle quand on est sur le même site, elle est quand même plus délicate quand on a une partie à distance, une partie sur site, et qu'on ne se croise plus de la même manière, et où la part de l'informel en fait est plus rare, plus diffuse, parce que quand on s'appelle, c'est plus transactionnel, on sait pourquoi on s'appelle, etc. Et donc on est en train de perdre quelque chose, et donc on tâtonne pour le retrouver. Voilà, quelques mots sur nos expériences. Alors, je me tourne vers Françoise Holder parce que dans ce que vous disiez au tout début, dans l'exemple que vous donniez, ça faisait un peu écho à un propos que j'avais lu dans votre bouche, Françoise Holder. En général, on se sépare, dites-vous, de certaines femmes à partir d'un certain âge, alors que ce sont des bibliothèques. Ce sont des personnes qui ont des compétences, des connaissances. Expliquez-nous, dites-nous un petit peu plus sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de se séparer de ces personnes qui sont effectivement extrêmement riches pour les entreprises? C'est vrai que moi, je pense profondément que, bien sûr, plus on avance en âge, et je suis bien placée pour en parler ici ce soir, plus on avance en âge, plus on acquiert de connaissances, et plus on devient indispensable, entre guillemets, quand on fait les choses bien. Donc, se séparer d'un collaborateur, vous venez de le dire, qui a 30 ans ou 40 ans de maison, c'est un vrai drame. C'est un drame pour lui, mais c'est aussi un drame pour l'employeur, parce que c'est une bibliothèque de l'entreprise. Et moi, dans ma vie personnelle, j'ai cofondé une entreprise en 1965, où nous étions 2. Aujourd'hui, nous sommes 16 000 personnes, et nous sommes à la barrière de transmission de génération. J'entendais parler tout à l'heure de transmission. Nous sommes en train de transmettre à nos enfants la direction de ces entreprises. Et j'ai encore eu ce matin une collaboratrice avec qui j'ai travaillé pendant 40 ans qui me dit « Mais Madame Holder, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais vous ne serez plus là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais avec les jeunes comprennent différemment, ça se passe mal. » Et on établit en ce moment un mentorat des jeunes vers les gens plus âgés pour que justement ils se sentent plus à l'aise, notamment dans tout ce qui est les métiers de l'informatique, etc. On sent qu'il y a une forme de vertige partagé, les jeunes qui se disent on ne peut pas se passer des plus âgés, et puis les plus âgés qui se disent mais comment ça se passait quand je ne serai plus là. Là aussi, il y a quand vous dites un mentoring qui fonctionne dans les deux sens, hein, on l'a bien compris. Concrètement, qu'est-ce que ça consiste en quoi? Ben, ça consiste justement sur tous les métiers de l'informatique à peut-être aider un peu les gens plus âgés qui ne pensent pas toujours que la souris soit une souris
informatique et aussi à faire en sorte que les gens les plus âgés puissent expliquer, surtout quand on est dans une entreprise où on était la première génération, puissent expliquer comment ça s'est passé et tout un tas d'historiques importants pour pouvoir faire face aux actualités. Je donne la parole à Fabienne Arata parce que de là où vous êtes évidemment, LinkedIn France, vous êtes à un poste d'observation privilégié sur la mobilité des seniors. J'entendais ce que disait Marguerite Bérard. En fait, on peut encore rester assez mobile au-delà de 54 ans, 55 ans. 50, voilà. Et autour de 13%, c'est ça. Est-ce que c'est ce que vous observez, vous, de là où vous êtes? Alors effectivement, on fait sur LinkedIn et les 23 millions de professionnels qui sont sur la plateforme un double constat. Le premier qui reflète et qui fait écho à ce qui a été présenté précédemment, autour de 3 tendances de transformation du marché de l'emploi et des compétences qui créent des conditions favorables à l'employabilité des seniors. Ça a été évoqué, le besoin de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs et en particulier les PME, les entreprises de taille intermédiaire ou les startups qui demandent des seniors sur des fonctions support parce qu'elles ont besoin d'expertise ou de prise de recul sur des sujets ou d'autonomie. Donc ça, c'est la première tendance de fond. La seconde, c'est effectivement le besoin de compétences digitales de partout, et y compris des compétences chez les seniors. Et quel que soit le niveau de complexité de ces compétences digitales, on estime que dans les 5 ans qui viennent, 150 millions d'emplois vont être créés liés à la révolution digitale. Et puis le troisième facteur, ça a été également évoqué, c'est l'hybridation des modes de travail. Vous l'évoquiez sur la distanciation des modes de travail qui ont vocation à perdurer et qui vont requérir une forme d'autonomie, une capacité à décider, à se repérer, à lire l'organisation de l'entreprise dont disposent les seniors. Donc des conditions favorables. Ce qu'on observe également, et ça ce sont les deux bonnes nouvelles, c'est la prise en main, la prise de conscience réelle, tangible par les professionnels de cette employabilité et de cette nécessité de se former, d'une part, et d'être mobile. On a observé deux choses. La première, c'est la consommation des contenus de formation de manière exponentielle, et en particulier en France. Sur les 12 derniers mois, 860 000 heures de contenu de formation sur la plateforme, sur deux sujets, des compétences digitales, y compris les plus basiques, et des compétences comportementales. Quel que soit l'âge, hein. Quel que soit l'âge. Il n'y a pas de différence selon les niveaux de seniorité. Et puis le deuxième chiffre qui est extrêmement parlant, c'est que l'an passé, 43% des offres d'emploi qui ont été pourvues et de recrutements qui ont été faits l'ont été faits avec des candidats qui provenaient d'un autre secteur d'activité, d'un autre secteur industriel. Donc on observe une transférabilité des compétences et une mobilité des professionnels intersectoriels, et en particulier chez les boomers. Jean-Laurent Granier, je parlais de bonnes pratiques, d'expérience. Partagez avec nous ce que vous faites chez Generali France sur ces questions pour rendre toujours plus employables les personnes au fil de leur carrière. Oui, bonsoir. Je voudrais adopter deux points de vue, je dirais, comparatifs, celui du chef d'entreprise et celui de l'assureur par rapport à cette problématique-là. Je trouve que souvent, on oppose l'emploi, l'employabilité et la retraite. Et donc, d'ailleurs, dans les débats de société, les questions sur les réformes des retraites, etc., viennent entrechoquer la question du marché de l'emploi. Faut-il laisser la place aux jeunes? Faut-il réduire le temps de travail pour en avoir plus? Toute question qui, j'ai vu que Jean-Hervé Lorenzi était là tout à l'heure, qui au plan économique pose toute une série de questions puisqu'on pose mal les problèmes. Je pense que nous, notre expérience, c'est que le maintien au travail est bénéfique. Voilà, le maintien au travail est bénéfique pour l'entreprise et bénéfique pour l'intéressé. Pour l'entreprise, bien sûr, parce qu'il y a la question dont parlait Marguerite Bérard, de la transmission des savoirs, du knowledge management dans l'entreprise. Bien sûr, on automatise de plus en plus les tâches standards,
Bien sûr, on arrive à mettre de la robotisation et de l'intelligence artificielle, mais ça veut dire que le savoir-faire, ce qu'on pourrait appeler le toucher de balle, qu'ont certains seniors parce qu'ils ont connu plusieurs âges de l'entreprise, parce qu'ils ont connu des évolutions de comportement de clientèle ou de gamme de produits, ce savoir-faire-là, il est difficile à capturer et il est indispensable à, j'allais dire, à garder l'âme de l'entreprise et finalement son ADN. Et donc, imaginez que ce capital humain puisse être préservé, prolongé et finalement transmis, c'est quelque chose d'essentiel dans l'entreprise. Et ce que nous vivons, nous, chez Generali France, où à la fois, on voit qu'un certain nombre de métiers vont disparaître ou être remplacés parce qu'automatisés, mais qu'à l'inverse, cette capacité à comprendre, à interpréter, à ajuster des procédures qui sinon sont trop rigides, est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce qui m'incite à dire qu'on doit imaginer, en termes d'employabilité des seniors jusqu'à l'âge de la retraite, mais même au-delà, de nouvelles formes de collaboration et une nouvelle flexibilité. C'est-à-dire qu'on conçoit souvent le travail comme exclusivement à travers un contrat de travail. Je pense qu'une des réformes les plus positives qui a été faite de ce point de vue-là, c'est la capacité de combiner l'emploi et la retraite, d'autoriser le cumul emploi-retraite, parce que souvent chez les salariés, l'arrivée de l'âge de la retraite est vécue comme une échéance nécessaire, voire parfois un Graal, un moment où on va enfin bénéficier d'un système dont on annonce par ailleurs qu'il est appelé à disparaître. Mais le fait de pouvoir combiner le fait d'être à la retraite avec le fait de rester en collaboration avec l'entreprise, avec de nouvelles formes de collaboration, sous forme de consultants, d'honoraires, participer à des opérations de formation, pouvoir travailler avec des temps beaucoup plus flexibles ou plus limités, sont des formes de collaboration qui, à mon avis, seront productives dans le futur et pour l'entreprise et pour le collaborateur. Et là, j'en viens au point de vue de l'assureur. Notre objectif, bien sûr, dans le cadre de la gestion de la retraite et du grand âge, c'est de voir nos clients, de voir les seniors se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. C'est leur intérêt et c'est l'intérêt de la société. Et c'est ce qui est un gage de longue vie. Et en fait, le bien vieillir et le bien vivre se combinent dès lors qu'on arrive à garder une activité professionnelle. Et donc, en tant qu'assureur, ce qu'on peut dire en termes d'expérience, c'est que les gens qui gardent une activité ou un certain niveau d'activité vont, entre guillemets, mieux profiter de leur retraite puisqu'ils vont vieillir plus longtemps et en bonne santé. Et donc la vision de l'assureur dans ce domaine-là, c'est qu'on a intérêt aussi, pour des raisons de coût pour la société, de soins, etc., à maintenir les gens au travail le plus longtemps possible. Donc pour résumer, l'entreprise en a besoin, c'est une gestion des savoir-faire et des savoirs tout court qui est positive pour l'entreprise, à condition qu'on sache aménager les conditions et qu'on ne pose pas tout en termes de rigidité de contrat de travail, rigidité de l'âge de départ, etc. Et c'est positif pour les individus, et en tant qu'assureur, je le vois, nous avons des clients en santé, nous avons des clients en assurance dépendance qui sont des seniors qui ont dépassé depuis longtemps l'âge de la retraite. Les gens qui conservent une activité le font dans de bien meilleures conditions, ce qui leur assure ensuite un bien vieillir et un bien vivre plus important. Alors, un phénomène vertueux. Je me tourne vers Patrice Rich, directeur de l'emploi chez EDF, une entreprise dans laquelle évidemment la question des compétences est importante quand on gère notamment des centrales nucléaires qui ont été conçues il y a une quarantaine d'années. J'imagine que la question de la transmission est importante, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont faites pour le maintien dans l'emploi des salariés les plus âgés. Merci Jérôme. Oui, effectivement, EDF n'échappe pas à la règle qui veut qu'aujourd'hui l'emploi, les compétences sont particulièrement chahutées avec les nouvelles technologies, bien sûr les évolutions de parts de marché qui nous concernent, mais aussi bien sûr la digitalisation, la robotisation d'activités de plus en plus fréquentes. Et donc ça nous a amené à piloter l'emploi non seulement à court terme, comme on le fait traditionnellement à travers une belle GPEC et qui permet d'assurer la performance des métiers à court terme, mais aussi de se projeter beaucoup plus longtemps, en tout cas sur des horizons de temps de 10 à 15 ans, plutôt sur de la prospective emploi et détecter finalement quelle pourrait être. Alors, on n'essaie pas d'avoir juste, parce qu'à 10 ou 15 ans, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, on essaie d'avoir un peu moins faux dans les scénarios, dans les tendances qu'on peut projeter. Et ça nous a permis, notamment, de détecter assez tôt des vrais besoins en redéploiement interne. Plutôt que de se retrouver, finalement, le nez contre le mur à devoir gérer des plans sociaux, puis EDF, ces plans sociaux, vous en entendriez parler s'il y en avait. Donc, on essaie d'anticiper davantage la situation, et donc finalement, de façon peut-être assez triviale, mais dans des métiers du commerce, de la clientèle ou des métiers tertiaires,
on évaluait finalement en plusieurs centaines, voire milliers, des besoins de redéploiement. Et on s'est posé la question finalement, comment est-ce qu'on peut réussir à redéployer ces salariés, alors de tous âges, hein, on n'est pas forcément là uniquement sur des seniors, mais en tout cas dans des professions qui nécessitent qu'on s'en occupe le plus tôt possible. Et la solution, finalement, ça a été de se tourner, on parlait des managers, ça a été de se tourner vers les managers et leur dire finalement, le premier terme de l'équation de l'emploi, c'est plus le recrutement. Si vous avez besoin d'une compétence, on ne va pas staffer directement, publier une offre sur LinkedIn, par exemple, pour aller trouver des compétences. Mais on va d'abord commencer à les regarder à l'interne et on va vous aider, on va vous accompagner. On va dire que c'est la mobilité interne, parler de la mobilité avant, la mobilité interne comme premier terme de l'équation de l'emploi, et en utilisant tous les leviers finalement à disposition qu'on peut avoir dans une grande entreprise comme la nôtre, notamment la formation. Et ça nous a permis de développer alors certaines initiatives qui ne le sont peut-être pas pour d'autres groupes, mais en tout cas ça l'était pour le nôtre, des initiatives du type de l'alternance interne. Donc vous connaissez tous l'alternance, aujourd'hui c'est un lieu commun de dire que l'on recrute beaucoup de jeunes alternants dans nos équipes, mais on a finalement constitué des équipes d'alternants un peu plus âgés, dans le sens où on utilise le savoir-faire, les compétences de salariés qui sont déjà dans le groupe, et on met à disposition, avec le concours d'un centre de formation ou d'une école, finalement des formations qui vont être diplômantes ou non, de manière assez longue, hein, on peut aller jusqu'à 18 mois en alternance interne, et ça nous a permis de former des commerciaux, des gens qui étaient effectivement des métiers tertiaires, vers des emplois du numérique, vers des emplois de chargés de projet. On a formé des data analystes, par exemple. C'est que c'est compliqué de les sourcer à l'externe. Donc là, on a des gens qui sont déjà fidélisés et qu'on peut projeter finalement sur ce type de métier à des horizons de temps beaucoup plus longs. Et pour l'anecdote, j'ai accueilli il y a à peu près un an une toute jeune data analyst de 56 ans, fraîchement diplômée, voilà, donc c'est une très belle reconversion. Et on en est aujourd'hui à peu près à 2800 reconversions en 3 ans, avec un projet spécifique sur le sujet, des managers mobilisés. Et c'est ce qui permet finalement d'arriver à faire en sorte que finalement ce changement de prisme, la façon de créer les emplois, de créer les compétences, s'opère dans la ligne managériale. J'entends bien, en tout cas, dans tout ce qu'on se dit jusqu'à présent, la question de la formation est très importante et on aura l'occasion d'y revenir. Je vais donner la parole à Charles-Édouard Vincent pour clore ce premier tour de table, et puis on aura sans doute le temps d'engager une courte conversation. Lulu dans ma rue, je disais, c'est une start-up solidaire, c'est une conciergerie, on est dans un niveau de grande proximité. Évidemment, on est dans une échelle qui est différente de celle qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Peut-être d'ailleurs, vous pouvez réagir à ce que vous entendez à ce que vous avez entendu jusqu'à présent, et puis nous parler de la manière dont finalement les personnes qui ont affaire à Lulu dans ma rue, que vous employez, dans quelle mesure est-ce que pour vous, elles restent employables et pourquoi elles se tournent spécifiquement vers vous? Est-ce à la suite d'un échec ou pas? Oui, bonsoir. Donc effectivement, Lulu dans ma rue, c'est un peu moins connu qu'EDF ou LinkedIn ou Generali. Donc ce qu'on développe comme service, on essaye de réinventer les petits boulots à l'ère du digital, à l'échelle du quartier. C'est-à-dire qu'on est une plateforme de mise en relation avec un réseau de kiosques dans Paris. On a une dizaine de kiosques dans Paris. On est en train d'ouvrir de nouvelles villes. Et en fait, on va rendre tous les petits services de proximité, du petit bricolage, bouger 3 cartons, s'occuper de mon chat pendant les vacances, descendre un canapé, nettoyer mes vitres. Voilà, tous ces petits services ponctuels dont on a besoin. Finalement, la compétence, elle existe dans mon quartier. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer en fait cette organisation des services. Et on va pouvoir en fait surtout en faire un levier d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que tous ces petits services, aujourd'hui sur Paris, on a à peu près 1200 Lulu qui rendent ces services chaque jour aux Parisiens. Et on a dans mon équipe une grosse équipe d'accompagnement socio-professionnel. Donc on va prendre, les Lulu sont des personnes qui ont passé de longues années au chômage, qui sont dans des situations sociales souvent très difficiles et pour qui, en fait, reprendre une activité est aussi le moyen de reprendre confiance en soi, enfin, reprendre en main sa vie. Après souvent des années de doutes, de difficultés, voilà. Et alors pourquoi j'ai construit Lulu dans ma rue? C'est-à-dire qu'avant de construire Lulu dans ma rue, qui aujourd'hui a 6-7 ans, j'ai passé une dizaine d'années Emmaüs à m'occuper de personnes qui étaient à la rue.
Et je voyais bien qu'il fallait inventer aussi de nouvelles formes d'emploi. On ne pouvait pas ramener tout le monde dans le monde de l'entreprise. Et il y avait vraiment pour moi, dans les politiques de l'emploi, un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'on voyait toujours l'insertion professionnelle dans une logique de retour au salariat. Et moi, j'accueillais des personnes qui avaient passé 5, 10, 15, 20 ans à la rue, qui n'avaient jamais bossé dans une entreprise, voire qui avaient été broyés par le monde de l'entreprise, qui s'étaient retrouvés à la rue, qui ne voulaient pas y retourner. Et donc, on était dans une logique, on voyait bien que le travail était un moyen qui était essentiel pour se reconstruire, pour se redéfinir, pour s'émanciper, pour aussi gagner son argent et s'assumer. Et pourtant, le monde de l'entreprise n'était pas une perspective qui était souhaitée, soit possible. Et ce qu'on voit avec donc la volonté de construire Lulu dans ma rue, c'est vraiment, donc tous les Lulus sont des travailleurs indépendants. C'est eux qui choisissent quand ils travaillent, c'est eux qui prennent les prestations qu'ils souhaitent. Donc nous, on a une très très grande souplesse par rapport à ça. Ce qu'on garantit, c'est quand même que les rémunérations soient correctes, hein, pour éviter des travers d'ubérisation, etc. Donc en fait, ils sont payés entre 2 et 4 fois le SMIC net horaire. Donc pour vous donner, un Lulu moyen gagne 1 000 € par mois en travaillant entre 15 et 20 heures par semaine. Hein, quand il le souhaite, dans son quartier. Voilà, c'est pour vous donner des petits repères. Et nous, derrière, on va les accompagner sur les compétences, l'acquisition, tout à l'heure, je l'entendais, l'acquisition des savoir-faire. Hein, mais aussi l'acquisition des savoir-être. Hein, donc c'est comment je gère ma relation avec le client, comment je gère un conflit, comment je gère des situations inattendues, et on les accompagne là-dedans. Alors, le lien sur notre thème aujourd'hui, sur l'employabilité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Lulus sont des seniors. Hein, et c'est vrai que je pense qu'on est... Enfin, pour notre société, il faut réfléchir aussi à d'autres formes d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a l'employabilité dans le monde de l'entreprise, mais il y a aussi peut-être... il y a un vrai sujet sur les personnes, les seniors, notamment les seniors peu qualifiés. Je pense qu'il y a des très gros problèmes d'employabilité. Et cette question-là, pour moi, elle est de comment on peut trouver des solutions, comment on peut amener ces personnes-là à créer leur propre emploi, à pouvoir développer leur propre activité et à pouvoir retrouver le chemin, j'ai envie de dire, de la dignité, de la confiance en soi, de l'autonomie, en créant leur propre activité, même s'ils sont peu qualifiés. Voilà, c'est notre grand défi chez Lulu. C'est le moment d'échanger et peut-être de rebondir sur ce que les uns et les autres ont dit. Vous vouliez peut-être réagir, Françoise Alder. Oui, moi je voudrais parler de notre association aussi, parce que c'est vraiment notre bébé. Force Femmes. Elle s'appelle Force Femmes. On s'est posé la question à quelques femmes en 2005. D'abord, savoir pourquoi est-ce qu'on est senior à partir de 45 ans. On est quand même encore très jeune, à 45 ans. Pour l'administration, on est senior à partir de 45 ans. Et pourquoi est-ce que, en fait, pour une femme, 45 ans, c'est rien. Pour une femme, c'est 50 ans. Quand une femme va se présenter pour trouver un emploi, si elle a 51, 52 ans, elle le dit avec beaucoup de difficultés. Un homme, d'ailleurs, ne le dira pas avec autant de difficultés, mais une femme le dit avec beaucoup de difficultés. Et donc, à quelques femmes, à l'époque, on était réunis dans un endroit qui s'appelait le Women's Forum, on a donc décidé de la création de cette association qui s'appelle Force Femmes. Et là où je vous rejoins, c'est qu'au départ, nous avions uniquement créé la filière de retrouver un emploi salarié. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure, et très rapidement, 2-3 ans après, on a créé une autre filière qui est la création de son propre emploi. Et une femme qui est sortie du chômage, qui crée son propre emploi, ça y est, c'est reparti. Et ce qui était le plus difficile au départ, c'était justement ce sentiment d'isolement, ce sentiment... Je suis désolée, messieurs, mais que très souvent, les femmes arrivent chez nous en nous disant « de toute façon, mon mari m'a dit que j'étais une bonne à rien ». Ça arrive souvent. Et cette espèce
de fait que justement entre 45 et 50 ans, on est une génération charnière, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui commencent à coûter cher, qui commencent à avoir 14-15 ans, qui sont adolescents, qui demandent du temps, de la surveillance, et des parents qui là pour le coup sont des vrais seniors et qui vieillissent et qui donc peuvent aussi demander aux femmes du temps. Donc cette association Force Femmes, j'en suis d'autant plus fière que bien sûr je ne suis pas seule à l'avoir créée, que Sybille nous a rejoint depuis quelques années, qu'elle fait partie du conseil d'administration et que c'est un bonheur de l'avoir avec nous. Et c'est aujourd'hui une association où nous sommes dans 12 régions en France, là où quand même on peut, parce qu'il faut pouvoir trouver des solutions. Le tout, c'est pas de les recevoir dans des ateliers, de leur redonner confiance en elles et d'essayer de... Moi, je dis, quand vous êtes au fond de la piscine, vous tapez du pied et vous remontez. Mais il faut pouvoir trouver des solutions à la sortie, alors que ce soit des emplois salariés, mais que ce soit aussi surtout des créations. Il y a aujourd'hui, on est à peu près soutenu par un peu plus de 500 entreprises publiques privées. On a une douzaine de salariés et on a un peu plus de 900 bénévoles. Et ça, c'est extraordinaire. Et vraiment, quand on voit ça, on trouve que les gens sont formidables dans l'ensemble. Et juste, je voudrais finir par une toute petite phrase de Françoise Giroud qui disait que l'égalité homme-femme sera vraiment réelle quand une grande entreprise prendra une femme très incompétente à un poste très important. Merci Françoise Alder. Le mot formation a été prononcé à plusieurs reprises depuis le début de cette table ronde et on a beaucoup entendu l'importance de la formation tout au long de la vie et vie professionnelle et même au-delà puisqu'on parle de Parcoursup des seniors dans le cadre du Club Landois. Marguerite Bérard, je me tourne vers vous parce que je voulais vous poser la question de chez BNP Paribas, jusqu'à quand se forme-t-on à de nouvelles compétences? Vous parliez tout à l'heure de la mobilité des seniors. Jusqu'à quand BNP Paribas investit-elle sur la formation de ses salariés? Absolument tout le temps. Tout le temps. Ne serait-ce que parce qu'on a aussi la chance, quand vous êtes banquier, d'avoir des formations. Ce n'est pas celles que nos équipes préfèrent, hein, mais des formations, les assureurs les ont aussi, à la conformité, etc., qui reviennent chaque année. Ou alors, par exemple, pour pouvoir faire du crédit immobilier, vous avez un certain nombre d'heures prévues par les directives pour vous permettre de proposer du crédit immobilier à vos clients, etc. Donc, vous vous formez en permanence. Et ce qui est... je pense très important, c'est aussi de se désinhiber par rapport à la formation. C'est-à-dire que la première chose, je pense que c'est très important, y compris pour les dirigeants d'entreprise, de se former et de le faire savoir, parce que ça décomplexe tout le monde. Moi, je suis la première à me former et à le dire. Parce qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas appris dans mes formations. Et donc, outre les formations obligatoires que j'ai la chance de faire pour des raisons de conformité, etc., je me forme à des tas de choses et je le partage. Je fais des escape games avec mes équipes sur des sujets de data. Je me forme, je l'ai dit, sur des questions de finances durables que je ne connaissais pas. Et je pense que c'est très important parce que voilà, c'est un état d'esprit qu'on a tous et on se forme à tous les âges dans l'entreprise. Alors, il y a des modalités de formation. Alors, il faut les varier parce que sinon c'est usant. Les entreprises ont parfois usé et abusé de la formation à distance, les classes connectées, les e-learning, etc., qui sont aussi parfois un peu frustrants. Moi, je crois beaucoup aux formations. On est, je veux dire, ensemble quand c'est possible, réunis au même endroit pour pouvoir partager les questions des uns et des autres, pour pouvoir avoir un niveau d'attention plus soutenu collectivement. Mais on se forme en permanence en fait. Et j'entends qu'il y a un sujet culturel qu'il est important de partager et de dire qu'on se forme, parce qu'il n'y a pas évidemment de honte à se former, même si à un certain âge, effectivement, peut-être que les gens peuvent avoir plus de mal à dire voilà, j'ai besoin d'une formation. C'est ce que j'entends. Je me tourne vers vous, Fabienne Arata, parce que vous nous avez parlé de ce que vous voyez depuis votre poste d'observation, mais chez LinkedIn, quand vous parlez de l'emploi des seniors, de la manière de former les gens tout au long de la vie, comment ça se passe? Alors, en fait, chez LinkedIn, on emploie 3 leviers qui sont en fait les leviers qu'on active également aux côtés des entreprises qu'on accompagne. Le premier, c'est celui de la donnée. Et Patrice Rich évoquait tout à l'heure les grands plans de mobilité interne et les plans de prospective. Pour pouvoir les conduire de la manière la plus efficace, il faut disposer de la donnée en temps réel
en particulier sur les compétences, et dans la mesure où les compétences sont très vite obsolètes, la donnée relative à ces compétences sur les collaborateurs de l'entreprise est difficilement maintenable. Mais on a la capacité aujourd'hui à activer cette donnée en quasi-temps réel, donc c'est ce qu'on emploie chez LinkedIn et ce qu'on emploie pour les entreprises. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet sont des dispositifs de formation plutôt assez innovant sur la forme, bien que déjà connu, c'est par exemple mettre le mentorat ou le compagnonnage sur la durée comme un dispositif de formation en tant que tel. Et s'assurer qu'un mentoring est vraiment à disposition, alors qu'il soit classique, c'est-à-dire du plus senior vers quelqu'un de plus jeune ou inversé, mais qu'en tout cas, il développe une ou plusieurs compétences sur la durée. Et puis le troisième levier que nous employons, c'est celui de l'inclusion. On parle beaucoup de la diversité, mais travailler la diversité, que ce soit en phase de recrutement ou plus tard dans l'entreprise, n'a de sens que si on crée une culture de l'inclusion et si on forme les managers à gérer une équipe et un environnement inclusif. Si par exemple, effectivement, on fait des escape games, comment est-ce que je m'assure que sur une population, par exemple, dans ce qui concerne mes équipes, une population de jeunes commerciaux qui va prendre beaucoup de plaisir à faire un escape game un peu tonique, des personnes plus seniors, et j'en fais partie, vont autant s'amuser. Si on fait une soirée le soir où certains jeunes de 25-30 ans vont avoir une vie sociale voilà, après le bureau, comment est-ce qu'on fait en sorte que les populations les plus seniors dans l'entreprise s'amusent autant dans cette soirée, ou bien si elles décident de ne pas y aller, ne se sentent pas pour autant exclues de la vie de l'entreprise. Donc c'est travailler concrètement cette inclusion. Et on le fait chez LinkedIn en ayant créé un groupe de collaborateurs qui travaillent bénévolement sur ce sujet-là. Alors ça a été fait au niveau mondial et c'est fait dans chaque pays. Alors on a défini la seniorité chez LinkedIn encore de manière plus jeune que dans l'administration, puisqu'on est senior à partir de 40 ans. Voilà. Mais ça, c'est lié à notre démographie. Et donc, pour tous les plus de 40 ans, comment est-ce qu'on les accompagne? Quelles sont leurs étapes de carrière? Comment est-ce qu'on les forme de manière différente? Et comment est-ce qu'on les écoute pour s'assurer justement de ce niveau d'inclusion et d'adhésion sur la durée à l'entreprise? Je conclurai pour faire écho à ce qu'évoquait Françoise Holder. J'ai eu la chance, moi, d'être recrutée chez LinkedIn, qui est une entreprise très jeune, justement en n'ayant pas honte de dire que j'avais plus de 50 ans. Je les avais largement dépassés et justement créer cette culture qui permet à chaque collaborateur de l'entreprise d'être qui il est de manière authentique permet cette inclusion et cette diversité. Il y a vraiment quelque chose de culturel, hein. Vous parliez d'inclusion. Jean-Laurent Cranier, comment est-ce que vous faites chez Generali pour permettre aux seniors de se sentir, alors même le terme senior, on en parle depuis tout à l'heure et on se dit qu'il n'est pas plus forcément très adapté, mais aux salariés les plus âgés de se sentir vraiment inclus dans le projet de l'entreprise, encore une fois, jusqu'au bout de leur vie professionnelle? L'entreprise, dans son projet, dans ses modes de fonctionnement, doit faire ce qu'on appelle de la GPEC, gestion provisionnelle de l'emploi et des compétences. Et souvent, on voit ça comme un élément pour avoir bon niveau de dialogue avec les partenaires sociaux, pour dire on va maintenir l'emploi. On oublie le C, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des compétences. Et je crois que c'est là que l'on peut donner une visibilité et une perspective aux seniors. Ces dispositifs sont souvent des dispositifs collectifs. Nous, notre idée, c'est qu'il faut aussi les décliner au niveau individuel. Dans les entreprises, on connaît nos collaborateurs, on connaît les seniors qui bossent chez nous et qui ont vocation à y rester tant qu'ils en ont l'envie et la force. On connaît leurs compétences. Et donc, l'important, c'est d'anticiper sur que va devenir son rôle ou son métier et que va devenir sa compétence, comment peut-il la mettre à profit dans l'entreprise. C'est pour ça que je faisais le lien avec aussi tout à l'heure le moment de prise de retraite. Peut-on anticiper et proposer d'avoir un contrat différent ensuite, une fois que vous serez à la retraite, mais pour garder un lien avec l'entreprise. Donc l'idée, c'est de faire cette GPEC au niveau non seulement collectif, mais aussi individuel. Et je finis en donnant une anecdote et un exemple. Notre commercial, dans notre réseau commercial salarié, le plus efficace, le plus brillant, a plus de 70 ans. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est une référence pour les jeunes qui rentrent, parce qu'ils se disent, quand j'aurai réussi à avoir autant de clients ou fait autant de contrats en un mois,
y compris et surtout sur les nouveaux produits que le fait cette personne qui est, j'allais dire, un commercial de base, mais qui est référentiel par son énergie et par ce que nous appelons sa production. Je trouve qu'on a un bel exemple de cette mise en perspective. Peut-être un mot, Pascal Riche, parce que chez EDF, évidemment, la question du retour, notamment des salariés qui peuvent se rendre utiles à l'entreprise, notamment, on les voit souvent au moment des tempêtes qui reviennent. Ça, c'est quelque chose de très important, le lien que vous conservez avec vos salariés une fois partis à la retraite. Alors, il y a une petite notion de service public, je pense, quand même, derrière tout ça, et de service à l'intérêt général. Donc oui, on l'a vu dans les dernières tempêtes ou les plus anciennes, en 99, on a vu de manière finalement un élan de solidarité, que ce soit les actifs, donc les gens qui sont encore sur leur lieu de travail, mais également les retraités plus ou moins jeunes, revenir, donner un coup de main. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, j'étais exploitant nucléaire et que dans la région où je me trouvais, en Champagne-Ardenne, j'ai vu arriver des gens que j'avais jamais vus et dont on m'a dit, ils sont partis à la retraite il y a 2 ans, 3 ans. Et donc, en moins de 3 jours, on avait un collectif d'une centaine de personnes qui venaient mettre des groupes électrogènes en branle chez des exploitants agricoles notamment, ou dans des petites usines. Et en fait, ce lien social finalement qui se construit durant toute la carrière et le parcours professionnel, cette forme de solidarité intergénérationnelle qui est aussi là au départ pour aider à la transmission des compétences, parce que finalement, dans les métiers techniques, notamment de production, la majorité des salariés ont vraiment à cœur que leur savoir ne se perde pas en cours de chemin. Et donc, cette volonté de perpétuellement transmettre, finalement, c'est assez fortement ancré, j'allais dire, dans l'ADN de la grande majorité des salariés du groupe. Et on le retrouve, du coup, très régulièrement, lorsqu'on a un coup de vent, en tout cas une situation où il y a un besoin de mobilisation qui se fait de manière quasi spontanée, quoi. Merci beaucoup. Vous avez entendu le jingle que vous connaissez bien maintenant. Ça veut dire qu'il est temps de mettre fin à cette table ronde. Merci à tous les 6.